On est prêts? Les filles? Prêtes? Alors, la dernière fois c'était avec vous, de toute façon. Ah non. Et vous avez vu la dernière vidéo? Vous avez vu la dernière vidéo? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu? Il y a des questions ou pas? Oui, s'il y a quelqu'un qui passe, il va pas me faire sortir la chaîne. Ouais, il te crappe. Bon, merci à ça. Ouais. Donc ceci. Les deux. Quels deux? Ah, celui-là avant. Alors, je vais reprendre ça. Ah, monsieur, aussi, la fois je te rends le calcul D. Le quoi? Le calcul D. Le D ici? Ouais, je ne peux faire jusque là. Ok. On refait dans l'ordre, vous êtes prêts? Les filles concentrées, hein. Ça va? Tu vois, t'as des choses comme ça, tu peux regarder là. C'est pas, en soi, je m'en fiche, mais c'est un peu, tu vois, est-ce que tu es vraiment concentré quand tu es comme ça? Je te pose la question, tu dois pas y répondre. Ouais. Pense-y. Alors, je reprends AD N204. Vous voyez? N204, qu'est-ce que je raconte? N2O4. Ça va? Gazeux. Il devient 2NO2 gazeux. Ça va? Donc le D. Alors, on va regarder. Donc on va reprendre. Si on regarde ici, est-ce que... donc on va regarder d'abord le delta H. Ok? Delta H, variation d'enthalpie. Elle est positive. Qu'est-ce que ça veut dire au terme de facteur de spontanéité? Ça veut dire qu'il sera. Non. Il sera court. Attendez. Ah, il sera. Non instantané. Non spontané. Si, il sera non spontané, tout à fait. Je vous rappelle que négatif, ça veut dire que c'est exothermique, qu'on libère de l'énergie et donc ça se fait spontanément. Positif, quand le delta H est positif, ça veut dire que c'est endothermique et donc que c'est non spontané. Donc on a un facteur non spontané. Ok? Alors, on va regarder pour le delta Ng, donc la variation du nombre de moles de gaz. Donc combien est-ce qu'on a de moles de gaz au début? On a 2. Non. Pourquoi tu dis qu'il y en a 2? Le G, le D. Donc, donc en fait, c'est réactif et produit. Donc après, réactif, c'est où? C'est avant la flèche ou après la flèche? Après la flèche. Non. Ah, ça avant. Oui, ben... Réactif, c'est avant la flèche. Les réactifs, c'est ce qui réagit au départ. Les produits, c'est ce qu'on obtient après. Donc, N2O4, c'est le réactif. NO2, c'est le produit. OK? Donc, je vous rappelle, pour le delta Ng, comme tous les deltas, c'est le final moins l'initial. Donc ici, c'est les produits, le nombre de moles de gaz de produit moins le nombre de moles de gaz initial. Ça va? Enfin, donc des réactifs. Donc ça veut dire combien moins combien? C'est 2. 2, ça c'est le nombre de moles de produits. Donc j'ai 2 moles de gaz, je fais attention, parce que s'il y avait eu du solide, je ne sais pas quoi, je n'aurais pas compté, ou aqueux, je n'aurais pas compté. Je ne compte que le nombre de moles de gaz. Donc c'est 2 moins combien il y a de moles de gaz dans les réactifs? Il y en a 2 aussi. Ouais. Il y en a une. Ah ouais, c'est bien fort. Donc 2 moins 1. Ça fait quand même. Est-ce que vous voyez qu'il y en a une? Il y a une mole de gaz. Ça va? Donc je fais juste la lecture molaire. Hein. Dans la réalité, évidemment, c'est pour montrer la proportion. Dans la réalité, si la réaction se fait, c'est possible qu'il n'y ait pas une mole et 2 moles. Hein. C'est possible que si qu'on fait cette réaction complète, ou qu'on est à l'équilibre, si c'est une réaction à l'équilibre, il y a toujours cette même proportion qui doit exister. Ça va? Donc c'est la proportion qu'on regarde entre le nombre de moles de gaz. Ça va? Et donc on fait cette différence et on obtient combien? 1. Alors je vous rappelle, regardez, ça veut dire que le nombre de moles de gaz, il a augmenté ou diminué lors de la réaction?
il a augmenté. Si le nombre de moles de gaz augmente, l'entropie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle Augmente. augmente. C'est quoi l'entropie? C'est le désordre. Le désordre. Ok? Évidemment, plus il y a le nombre de moles de gaz, plus il y a de désordre. Ça marche? Et donc, on obtient 1, c'est-à-dire qu'on voit qu'on a une augmentation d'entropie, une augmentation du nombre de moles de gaz, augmentation d'entropie, donc positif, plus grand que 0. On ne voit pas très bien là, donc je vais mettre en blanc. Plus grand que 0, ça veut dire que l'entropie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. Elle augmente. Ça veut dire que c'est un facteur Spontané. spontané. Ok? Donc, j'ai un facteur non spontané et un facteur spontané. Ça veut dire que je regarde endothermique, mais entropie qui augmente. Je regarde juste là. Ouais. Endothermique, mais entropie qui augmente. Donc, un non spontané, un spontané. La réaction est incomplète. Ça va? Donc, j'indique ici, elle est incomplète. Donc, je peux mettre NS plus S. Voilà, comme ça. Est-ce que c'est clair? Ouais? Je vais dire un petit truc. Ouais? C'est spontané ou non spontané? Non, donc, il y a deux facteurs de spontanéité. C'est ça le truc. On a déterminé qu'il y a un des facteurs qui était non spontané, l'autre facteur qui est spontané. Mais donc, il y a deux facteurs qui jouent toujours ensemble. Et en fonction, si les deux jouent ensemble, la réaction est complète. Si les deux sont spontanés, c'est ce que j'avais expliqué, deux spontanés, c'est complet. Deux non spontanés, c'est impossible. Un non spontané et un spontané, c'est incomplet. Ok? C'est le résumé tout du tableau ici. Ça va? Je vais vous donner mon impression, vous ne devez pas le dire comme ça. Il y en a quelques-uns qui ont regardé la vidéo. Il y a une grande partie qui n'a pas regardé. Je me trompe? Ok. Donc, juste pour ceux qui n'auraient pas regardé, c'est pas bon. Ça fait je sais pas combien de temps que je vous dis. Je sais que vous avez d'autres trucs et machin, mais c'est pas bon. Vous comprenez rien du tout à ce que je fais. Là du coup, j'ai un peu essayé d'expliquer. Vous avez pu raccrocher à certains trucs, mais je ne peux pas repasser toutes les heures à tout redoubler l'explication parce que vous n'avez pas fait votre boulot. Hein. Et du coup, vous, au lieu de vous reperdez l'heure ici où vous comprenez pas bien les choses. Vous voyez le truc? Donc vous allez devoir vous retaper la vidéo d'ici aussi aujourd'hui. Donc ne pas regarder la vidéo, c'est vous doubler le travail. Ça va? Je le dis chaque fois, mais il faut que vous percutiez ça. Hein. Ça va? Bon, on va revenir en grand groupe, mais et c'est quand on revient en grand groupe, il faut absolument, et ceux qui m'écoutent aussi, mais ceux qui écoutent normalement, c'est ceux qui ont fait le boulot, quand on revient en grand groupe, regardez bien toutes les vidéos, soyez à jour à ce moment-là pour pouvoir terminer, pour pouvoir me poser vos questions. Ok? Ça va? C'est hyper important. Hein. Je sais pas le faire à votre place à un moment. Ça va? Sinon, vous accumulez trop de retard et c'est de pire en pire, quoi. Ça va? Alors, ici, c'est une nouvelle partie. Donc, ça vaut le coup de bien se remettre à jour ici à partir de là. C'est la loi de Guilbert-Gewag. Alors, j'avais généralisé, les réactifs deviennent des produits, c'est la réaction directe, et puis les produits deviennent des réactifs, donc quand on lit dans l'autre sens, c'est la réaction inverse. Ok? J'avais rappelé quelques notions, que le système devait être isolé, que le nombre de moles et donc les concentrations étaient constantes, et donc on avait déterminé une constante d'équilibre. Ça va? Donc, qui était définie à une certaine température. Ça va? Et on avait regardé, voilà, on avait différentes valeurs de concentration. Donc ça, c'est pour vous montrer expérimentalement comment on a fait pour découvrir cette loi. On a pris une réaction et on a regardé les concentrations à l'équilibre de cette réaction. Ça va? Vous les voyez ici. Et puis, tout le monde a saisi ça? C'est maintenant qu'il faut me dire, hein, parce que si vous ne comprenez pas, vous me dites maintenant. Parce que ça, je l'ai fait dans la vidéo passée, mais je veux vraiment que ce soit compris pour pouvoir enchaîner. Donc, c'est ce que je suis occupé à te dire. Donc, ce premier tableau, c'est, vous avez des valeurs. Ok? Donc, j'ai pris une réaction. Voilà, H2 plus I2 donne 2HI. Ok? J'ai mesuré dans différents systèmes, ok? Donc avec des quantités différentes, des concentrations différentes. Ok? Quand c'est à l'équilibre. Tout le monde comprend? Donc, vous voyez, je fais un pot avec différentes quantités et j'obtiens, voilà, la première ligne. Je fais un deuxième pot avec différentes quantités et je laisse réagir et j'obtiens la deuxième ligne.
Ok? Donc, je peux en faire 150 comme ça. Ça va? Là, il y a écrit HI et au-dessus de HI. Où ça? C'est un tableau à droite, il y a écrit HI. Oui. C'est la réponse du calcul. Non, il n'y a pas de calcul là. C'est des données. Donc, ça veut dire quoi les crochets? J'avais dit ça aussi la dernière fois. C'est les concentrations. Donc, c'est les concentrations. Ça veut dire que ça s'exprime. Attends, je vais prendre le truc. En nombre de. Non, je vais prendre comme ça. En nombre de moles par litre. Ok? Donc, ça veut dire que je mets H2I2 dedans, je laisse réagir, on est à l'équilibre. Est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire à l'équilibre? Tout le monde comprend ce que ça veut dire à l'équilibre? Je voudrais que vous réagissiez, hein, parce que si vous ne me dites rien, moi, si je vous parle à l'équilibre et que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, il faut me le demander. Ok? Tout le monde, je reprends ce que c'est à l'équilibre? Équilibrer, genre les trucs. Non. Donc, on voit vraiment que vous vous êtes fait larguer parce que vous n'avez pas fait tous le boulot. Hein. À l'équilibre. Une réaction est à l'équilibre quand vous lancez et qu'elle se fait à un moment dans les deux sens. Donc je vais mettre H2 dans le pot. Je vais mettre I2. Au départ, il n'y a que ça. Ils réagissent. Ok? Et spontanément, ils vont s'associer en HI. Ok? C'est la réaction là. Ça va? Mais ce n'est pas tous les H2 et tous les I2 qui vont s'associer en HI. Okay? En fait, cette réaction, quand on se met à l'équilibre, okay, elle est incomplète. Quand une réaction est incomplète, c'est ça qui se passe. Il y a un peu de HI qui va se retransformer en H2 et en I2. Vous comprenez? Donc la réaction, c'est pour ça qu'il y a une double flèche, elle se fait dans l'autre sens aussi. Mais si la vitesse de réaction, à un moment, au départ, comme il y a beaucoup de H2 et beaucoup de I2, elle se fait plus de ce côté-là, du côté des produits, plus de HI. Mais à un moment, il y a beaucoup trop de HI, et donc du coup, elle se fait plus dans l'autre sens. Enfin, en fait, à un moment, les deux vitesses, donc les deux réactions, se font à la même vitesse. On a un équilibre. Ça va? Et à l'équilibre, on a autant de H2, autant de I2. Enfin, on n'a pas autant de chacun, mais je veux dire, on va avoir toujours le même nombre, la concentration en H2, la concentration en I2 et la concentration en HI va rester constante. Donc le nombre de moles de chaque reste constant. Ça va? Ça, c'est qu'on a l'équilibre. Ça veut dire que quand je regarde la réaction macroscopiquement, je la regarde dans mon pot, il n'y a rien qui se passe. En réalité, quand je regarde microscopiquement, il y a un équilibre dynamique qui se fond. Donc, c'est-à-dire, tout le temps, il y a des H2 qui s'associent en I2 pour former des HI, mais à la même vitesse, il y a des HI qui se séparent pour former des H2 et des I2. Vous comprenez ça? Monsieur, comment c'est des gazeux? Comment on sait que c'est gazeux? Parce que c'est écrit. Parce que je l'ai dit, voilà, c'est écrit. Ça va? Mais en même temps, ça ne change rien, que ce soit gazeux, aqueux ou autre. Tout ce que j'ai dit, peu importe. Donc, c'est pas ça qui est important. Il faut juste que, en effet, ce soit pas solide. Donc ça, je vais le dire un peu plus loin. Il ne faut pas que ce soit solide. Les solides ne vont pas intervenir ici dedans parce qu'ils sortent du système, si vous voulez. Okay? Mais dès que c'est aqueux ou gazeux, c'est bon, ça marche. Ça va? On peut calculer les concentrations. Ça marche? Est-ce que tout le monde a bien compris tout ce que j'ai dit? Ouais? Sûr? Sûr pour tous? Alors, je reprends ici. Donc, vous voyez, on obtient un tableau comme ça avec les concentrations. Donc, on se dit, voilà, il y a des constantes. Enfin, je veux dire, on fait un système, on obtient des valeurs, et toujours les mêmes. On fait un autre système, on obtient toujours ces valeurs-là. Okay? Donc, on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre toutes ces valeurs? C'est-à-dire, est-ce que pour une réaction à une certaine température, il n'y aurait pas ce qu'on appelle une constante d'équilibre? Okay? Et cette constante d'équilibre, eh bien, on a essayé empiriquement, en essayant avec les valeurs qu'on obtenait. On l'a fait pour cette réaction, je vous le montre une fois. Okay, j'ai fait les calculs pour vous, comme ça, vous ne devez pas les refaire, mais on l'a fait pour cette et on l'a fait pour plein de réactions à l'équilibre. Et en fait, pour toute réaction à l'équilibre, à n'importe quelle température, on peut trouver des constantes. Vous comprenez? Et je vous dis, pour chaque réaction, à chaque température, il y a une constante spécifique qu'on peut déterminer comme ça empiriquement. Et après, maintenant, on va trouver la loi, ça va, qui les régit. Et donc, on a essayé plusieurs trucs. On s'est dit,
Voilà, on va essayer. Donc, vous avez en tête, gardez devant vous l'équation. Donc, H2 plus I2 devient 2HI, pardon. Et on a essayé, premier système, en additionnant les concentrations des produits divisé par l'addition, la somme des réactifs. Vous voyez, le premier, c'est la première colonne. Tout le monde voit? On a essayé. Et qu'est-ce qu'on voit? Les valeurs, elles sont comment? Est-ce qu'elles sont constantes? 7,4, 7,2, 7,1. Est-ce que ça a l'air constant, ça? Non. Donc ça veut dire que ce n'est pas la bonne relation. C'est pas la bonne relation, c'est pas une constante, ça. On voit qu'on obtient un chiffre qui est chaque fois différent. Donc c'est pas la bonne relation. On a essayé autre chose. On a essayé le produit, HI, et le produit des réactifs. Et là, qu'est-ce qu'on regarde? On voit, est-ce que c'est constant? Pas du tout. Donc ça marche pas non plus. Ça va? Donc c'est pas la bonne relation. Donc ça, c'est pas les bonnes relations. Et puis on a essayé un dernier truc. On a essayé le produit des produits. Donc comme il y a deux HI, vous voyez, on a fait HI au carré. Donc HI fois HI, c'est ça l'idée. Ça va? HI au carré divisé par le produit des réactifs, H2 fois HI. Donc quand je dis H2 fois HI, c'est concentration d'H2 fois concentration d'HI. Ça va? Donc c'est toujours les concentrations dont je parle. Hein, mais après, ça devient un peu lourd dans le langage. Donc ça va? Et regardez ce qui se passe. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est constant. À l'erreur de mesure près, mais on a vraiment toujours à peu près 54. Ça va? Donc, en fait, la relation, et alors, voilà, ça c'est une fois, on pourrait dire c'est un coup de bol, mais on fait ça avec n'importe quelle relation à l'équilibre à une température déterminée. On va tout le temps, si on fait le produit des produits sur le produit des réactifs, on va tout le temps trouver une constante. Vous comprenez? Tout le monde a pigé le truc? Et cette constante, on appelle ça une constante d'équilibre. C'est la constante qui caractérise l'équilibre de cette réaction. Comment on a trouvé le calcul? Mais il vous est donné. Le but, c'est pas de faire le calcul, on va en faire après. Le but, c'est que vous compreniez d'où ça vient. Ça va? Donc le 54, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de concentration. Donc tu sais pas, c'est juste. Enfin, si, elles sont là. J'ai fait. Si tu fais le calcul, tu vas faire HI. Donc 3,53 fois 10 exposant moins 3 au carré. Ok, tu peux le faire après, hein, fais ton calcul, mais je l'ai fait pour toi. Divisé par le produit des réactifs 0,48 fois 10 moins 3 fois 0,48 fois 10 moins 3. Ok, tu fais ça et normalement tu vas obtenir 54,1. Ah, mais c'est cas 1. Ça va? Mais j'ai fait pour vous, hein, c'est pour que vous compreniez d'où ça vient. Ça marche? Tout le monde a compris? Après on va faire les calculs vraiment. Hein. C'était pour voir comment on avait fait. C'est pour vous montrer la stratégie qu'on a développée. C'est-à-dire qu'on obtient des valeurs, on se dit qu'il doit y avoir quelque chose de constant, et puis ça c'est une démarche empirique. On essaye de faire des calculs pour voir si on obtient quelque chose de constant. Et du coup, en fait, par tâtonnement, on arrive à trouver la relation. Et puis on essaie d'autres réactions, et on voit que ça marche tout le temps. Vous voyez? Et donc du coup, on a trouvé une loi. Vous voyez? Donc c'est pour vous montrer comment on est arrivé à cette loi. Ça va? C'est vrai que j'essaie de régulièrement vous montrer comment on arrive à certaines lois, de vous montrer. Voilà une démarche qu'on n'utilise pas souvent, c'est vrai, le tâtonnement, mais qui peut être efficace dans certains cas. Il y a beaucoup de grandes lois, parfois même qu'on n'arrive pas à expliquer de manière totale tout le détail de ce qui se passe, mais qu'on arrive à trouver empiriquement. C'est des lois empiriques. Ça va? Mais ça n'enlève pas leur puissance. C'est hyper utile, ça fonctionne hyper bien, quoi. Ça marche? Ok pour tout le monde? Alors, donc, on va compléter ça. Je suis juste pas au bon endroit dans mon cours, comme ça je vérifie que j'oublie rien. Voilà. L'analyse des résultats du tableau montre donc qu'une seule relation est constante aux erreurs expérimentales près. Cette constante se note KC et vaut, et donc je vous ai dit, on ne va pas donner de sa valeur, mais on va montrer. Qu'est-ce que j'écris? Concentration. Qu'est-ce que je vais écrire? Alors, je vais mettre la concentration d'HI au carré. Donc, c'est le produit des produits divisé par... Qu'est-ce que je vais mettre? H2 fois I2. H2, la concentration d'H2 fois la concentration de I2. Ça va? Alors, il y a une petite phrase comme ça, on va la lire plus loin parce que ça va se mettre, mais il y a une petite phrase. Retenez une petite phrase
qui ne dit pas tout, hein, parce qu'il y a quelque chose derrière, mais qui va vous permettre de pouvoir retenir votre formule. C'est le produit des produits sur le produit des réactifs. Ok? Si vous partez de là, c'est déjà bien. Après, il faudra bien retenir que c'est les concentrations et puis il y a quelques règles à rajouter pour ne pas se tromper. Mais retenez produit des produits sur produit des réactifs. C'est facile à retenir. Ça va? Tout le monde a saisi? Alors, je vais réinsister, mais vous voyez d'où ça vient. Dans cette relation, le HI est élevé au carré. Ok? Et donc, évidemment, c'est parce que c'est HI plus HI. En fait, nous, on écrit 2HI. Donc, en fait, le carré, c'est ce chiffre, il vient de où? C'est le coefficient. C'est quoi? Oui, donc c'est le coefficient Oui, donc c'est le coefficient stoichiométrique. Ouais, je ne sais plus faire plus parce qu'après j'ai trick. Donc le 2 ici, ça c'est ce qu'on appelle un coefficient stoichiométrique. Hein. Ça va? Donc c'est le coefficient stoichiométrique qui est le carré. Donc si j'avais eu 3 ici, pour l'une ou l'autre raison, ça aurait été exposant 3. Ça va? Ouais? Compris? Donc on va compléter, c'est le coefficient stoichiométrique. Ça marche? Alors, généralisons la loi. Deux scientifiques norvégiens, Guldberg et Waag, en 1864 proposent la loi s'appliquant à tout système chimique à l'équilibre. Ça va, tout le monde a bien compris le sens. Pour un système à l'état d'équilibre dont l'écriture est. Alors maintenant, je vais généraliser n'importe quel système à l'équilibre. Ça va? Pour ne pas prendre un exemple, mais comme ça, vous pouvez le faire avec n'importe lequel. On va faire A. Donc A, c'est le coefficient, la minuscule, c'est le coefficient stoichiométrique, et la majuscule, c'est la molécule, ou l'atome. Ça va? Plus BB, réagit pour donner à l'équilibre, donc je mets bien la double flèche, NM plus M, N, je me suis trompé, NN plus NM. Ça va? Ouais. La loi reliant les concentrations à l'équilibre est, alors on va essayer de la reconstruire, KC, donc je fais le produit des produits. Donc qu'est-ce que je vais mettre? La concentration de quoi? Non, ici, par rapport à l'écriture que je viens de mettre, générale. Donc je vais mettre quoi ça? Non. C'est N, la concentration de N. Alors, pas au carré, puisque c'est l'exposant N. Ok? Parce qu'il n'y a pas 2, c'est au carré si N est égal à 2. Donc, c'est la concentration de N. Donc, N, je ne sais pas, N dans mon système, c'était HI. Ça va? Et le carré, c'était parce que c'était 2HI. Donc, N ici, majuscule, ok, la concentration en N, exposant N minuscule. Vous avez compris? Alors, le produit des produits. Donc, je vais mettre ensuite, je fais quoi? Fois la concentration en M majuscule. Il manque un truc? Pas au carré. Exposant M. C'est au carré si c'est 2. C'est pas au carré si c'est pas 2. Hein. Si c'est 8, c'est exposant 8. Ça va? Sur la concentration en A, exposant A, exposant B. Ça marche? Est-ce que tout le monde a saisi? C'est une généralisation pour pouvoir faire n'importe quelle constante. Il y a encore une ou deux petites choses qui sont en remarque, mais qui sont très importantes pour éviter les erreurs. On va bien les lire pour bien comprendre. Ça va? Vous avez tous noté? Ouais. Alors, lisons les remarques, parce qu'il faut bien faire, il y a des pièges
Dedans, on va les entourer et les souligner pour ne pas oublier. Donc, remarquons que les concentrations des solides n'apparaissent pas. Donc ça, c'est la première chose très importante. Ça va? Concentration des solides n'apparaissent pas. Ça va? Première chose, la valeur de Kc, donc ça c'est très important. Vous voyez, il y a entre parenthèses S, vous ne le mettez pas dans l'équation. C'est tout. Donc c'est simple, mais il ne faut pas l'oublier parce que vous le mettez dedans, c'est faux. Ça marche? Vous avez souligné, je ne sais pas comment faire, entouré, mis des petites étoiles, j'en sais rien, faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas. Ça va? La valeur de Kc ne dépend pas des concentrations initiales des réactifs, mais bien des concentrations des réactifs et des produits à l'équilibre. Ok? Donc attention, si je dis au départ, il y a autant de HI, autant de I, autant de I2, autant de H2, on s'en fiche. On ne sait rien savoir avec ça. Ce qu'il faut, c'est attendre que l'équation soit à l'équilibre, qu'on ait HI, H2, I2 et HI. À l'équilibre, quand ça ne bouge plus. Comprenez tous? Bon, a priori, moi je vous donne que ça, mais c'est quand même important d'avoir compris. Et donc c'est bien à l'équilibre. Et alors le dernier, la valeur de Kc dépend de la température. Elle peut changer en fonction de la température. Donc si je change la température, c'est une autre constante. Ça va? A priori, de nouveau, je vous dirai telle réaction, c'est à telle température. Ça va? Mais juste que vous sachiez, si on change de température, on est censé recalculer une constante. Ça veut dire que si vous changez la température, vous changez l'équilibre. Ça marche? Compris? Oui. Allez, super. Oui, j'arrive à vous remettre à jour, mais vous sentez qu'il faut essayer d'être au point parce que c'est beaucoup plus dur, c'est un peu plus laborieux. Alors, lisons la suite. J'aurais besoin que quelqu'un lise un peu pour que... Je repose ma voix. Vas-y, Mithila. La valeur de cette constante permet d'estimer les proportions des produits formés par rapport aux réactifs et de voir si la réaction tend à être complexe. On parle du degré d'avancement de la réaction au plus Kc est. Alors, on va réfléchir. On va mettre au plus Kc est et au plus il est machin. Donc, je voudrais que vous compreniez bien. Pour répondre à ces questions, il faut avoir bien compris. Mettez des notes à côté pour être sûr de savoir refaire tout le raisonnement. Le sens de Kc, la prenez pas juste par cœur. Comprenez ce que ça veut dire. Le sens de Kc, vous voyez, c'est le produit des produits sur le produit des réactifs. Vous voyez ça? Donc, ça veut dire que si Kc devient plus grand, vous voyez, est-ce que c'est les produits qui deviennent plus grands ou les réactifs qui deviennent plus grands? Les réactifs. Ils sont où les réactifs? Donne-moi un exemple de réactif. Donc, d'abord réponds à ma question que je ne change pas. C'est quoi les réactifs dans cette réaction? Dans l'A avec le A et B. Oui? C'est petit a avec le grand A, là, petit b avec le grand B. Alors, attention, grand A c'est le réactif et grand B c'est le réactif. C'est deux réactifs. Les petits A et petits B, c'est les coefficients. C'est-à-dire le nombre de fois que je prends chaque molécule. Ça va? Donc, N et M, majuscules, sont mes produits. Est-ce que c'est bien compris tout? Oui? Je repose ma question. Vous regardez votre équation. Si Kc est très grand, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est mes réactifs qui sont grands ou mes produits qui sont grands? C'est les produits. Là, les produits, oui. Pourquoi? Quand on divise avec un nombre plus petit, ça fait plus grand. Exactement. Tout le monde a compris? C'est ça le raisonnement qu'il faut avoir. C'est ça qu'il faut avoir compris. C'est le produit des produits sur le produit des réactifs. Donc évidemment, un grand Kc, comprenez ça? Un grand Kc, ça veut dire beaucoup de produits. Beaucoup de produits, ça veut dire que la réaction se fait vers la droite. Très fort. Ça va? Donc, c'est la directe qui est favorisée. Par contre, un très petit Kc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est A et B qui sont très grands. Ouais? Donc, ça veut dire que la réaction est favorisée dans l'autre sens.
Je sais pas, moi je fais comme ça, mais je sais pas si par rapport à vous c'est... C'est indirect. Ça va? Donc c'est l'indirect qui est favorisé. Ça va? Tout le monde a bien saisi? Si vous avez ce raisonnement... Qui a pas saisi? Ok? Donc, regarde ici, A et B, et N et M. KC, c'est le produit de N et M sur A et B. Donc si KC est très grand, c'est quoi qui est très grand dans mon équation? Est-ce que c'est N et M ou c'est A et B? Non, si tu fais A et B très grand, ça veut dire que KC sera petit. Regarde. Donc x égale, on s'en fiche, si je fais 1 divisé par 100, tu as un chiffre qui est grand ou qui est petit? Si je fais diviser par 1000, il devient... Donc plus ton chiffre en bas est grand, plus ton KC va devenir petit. On dit que c'est inversement proportionnel. C'est exactement ça qui se passe. Donc ce qu'il faut, c'est que N et M soient le plus grand possible pour avoir un grand KC. Et N et M, c'est tes produits. Ok? Comme N et M, c'est tes produits, ben ça veut dire que si tu as un grand KC, on dit ça c'est un très grand KC, ça veut dire que la réaction directe est favorisée. Compris? Et inversement. Ça va pour tout le monde? Alors. Voilà. Alors, je reprends maintenant. On va dire, au plus le KC est grand, on va mettre, au plus la réaction a tendance à être... Alors, et aller du côté direct, ça veut dire que quand on a beaucoup direct, elle est complète. Ça va? Au plus, elle a tendance à être complète. Ça va? Et inversement. GD, c'est grand. Oui. Ça, c'est des petits trucs d'écriture pour aller vite que moi j'ai utilisé pendant toutes mes études. De temps en temps, j'en mets comme ça, si vous plaisent et que vous pouvez les utiliser. Dans la prise de notes, c'est utile. Quand vous devez aller vite, grand ou petit, vous mettez, si vous utilisez tout le temps systématiquement les mêmes raccourcis comme ça vous aide dans la prise de notes. Attention, c'est pour une prise de notes perso. C'est jamais pour répondre à des questions à l'interro. Ça, on peut jamais faire, parce que personne ne connaît la façon dont vous écrivez. Ça va? Donc je me permets de le faire pour que vous voyez ces petits raccourcis et que vous en profitiez aussi, s'ils vous intéressent évidemment, à vous de voir. Mais la prise de notes, ça passe par tous des petits trucs que vous allez prendre petit à petit. Ça va? Alors, on continue la lecture. Ah, c'est pas une tinane? Quelqu'un d'autre? Et inversement, nous considérons qu'un KC supérieur ou égal à 10 au cube permettra d'identifier une réaction. Alors, permettra d'identifier une réaction complète. Ok? Donc ça veut dire, vous regardez sur votre KC à partir de 10 exposant 3, donc ça veut dire 1000. Vous voyez, c'est un facteur 1000 entre les produits et les réactifs. Ça va? On peut considérer qu'elle est totalement complète. Ça va? En dessous de 10 exposant 3, on la considérera du coup incomplète. Voilà. Continuons la lecture. Une valeur de KC supérieure à 1, l'on retrouvera une plus grande concentration de produits que le réactif est. Alors, du coup, vous voyez, si une fois qu'on a compris, on sait répondre à toutes ces questions. Si KC est plus grand que 1, ben ça veut dire que d'office, N et M sont plus grands que A et B. Donc, ça veut dire que globalement, il y a plus de produits que de réactifs. Ok? Et donc, je sais plus ce que je voulais mettre ici. Attends, c'était quoi? Je relis ma phrase. Une valeur de KC supérieure à 1, on retrouvera une plus grande concentration de produits que de réactifs. Et, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, et donc, évidemment, la réaction, laquelle? La directe. Non, directe. Puisque tu as plus de produits. Direct. Je ne sais pas si moi je le fais dans le bon sens quand je fais ça.
Si, hein, c'est bon. Quand je fais ça, vous, c'est direct chez vous. Donc, direct. Donc, la réaction, pardon. La réaction directe est favorisée. Donc, à partir de 1, ok, c'est la directe qui est favorisée. Plus que 1000, c'est complet. Moins que 1000, c'est incomplet. Ça va? Et alors, plus petit que 1, KC plus petit que 1, qu'est-ce qu'on dit? Elle est indirecte. Alors, c'est la réaction, on dit inverse, qui est favorisée. Vous avez compris le truc? De nouveau, hein, c'est comme d'hab, si on comprend le machin, on sait répondre à 36 000 questions. Si on apprend par cœur, c'est moins le cas. Ok? Il faut essayer de toujours réduire le maximum de par cœur et faire juste un truc par cœur, et puis le reste, quand c'est nécessaire, et tout le reste, tout ce que vous pouvez, par des mécanismes. Une valeur de KC proche de 1 signifie qu'on a autant de réactifs que de produits, et du coup, il n'y a ni la directe, ni... Non, c'est pas impossible. Quand tu es égal à 1, quand tu es autour de 1, ça veut dire qu'il n'y en a aucune qui est favorisée. Ok? Ça veut dire qu'on est juste à l'équilibre comme ça, mais il n'y en a aucune des deux qui est favorisée. Ça va? J'écris un peu vite, là. C'est pas très propre. Ça va? Alors, je propose de démarrer le truc, comme ça je vous laisse 5 minutes et vous le faites pour la fois prochaine. Et ceux qui sont à la maison aussi. Donc, à 200, je lis, hein, comme ça vous voyez, et on voit si on peut démarrer. À 250 degrés, le pentachlorure de phosphore, donc je vais vous le mettre, comme ça vous l'avez, c'est PCl5. Ça va? Pentachlorure, 5 chlore, de phosphore, PCl5. Gazeux, je ne sais pas si c'est mis plus loin, se décompose partiellement en chlore et en trichlorure. Donc le chlore, ce sera quoi? Alors oui, mais attention, c'est un des gaz diatomiques, donc c'est toujours Cl2. Ça va? I2, Cl2, N2, vous vous souvenez? O2, tout ça c'est les gaz diatomiques, ça va toujours comme ça. Et le trichlorure de phosphore, donc c'est trichlorure, ouais, et de phosphore. Donc, alors attention, on le met dans le bon ordre. On met toujours le négatif à la fin, donc c'est trichlorure de phosphore, donc c'est PCl3. Comme ça, on refait un petit peu de nomenclature. Ça va? Donc tout ça est gazeux. Ça va? Tous les composés sont gazeux à cette température. Donc ça, voilà, c'était dit à cet endroit-là. Le nombre de moles initial à l'équilibre de pentachlorure et de phosphore est respectivement 0,25 et 0,19 dans un volume initial de 0,5 litres. Calculez le KC. Alors, petite formule que je rajoute pour être sûr que vous n'ayez pas oublié. Comment est-ce qu'on calcule la concentration? Alors, je le remets. Je vais mettre C pour concentration. C'est des moles par litre. Donc, ce sera... C'est quoi la formule? C est égal à... Oui, mais donc la formule. Les moles, c'est quoi? Donc, c'est N sur V, volume de la solution. Le nombre de moles du soluté sur le volume de la solution. Est-ce que ça va? Ouais? Comme ça, vous avez un petit rappel. Donc, maintenant que vous avez cette équation-là, vous calculez vos concentrations et avec les concentrations, quand vous les avez calculées, vous déterminez le KC. Ça va? Donc, il faudra trouver les C, les différents C et puis le KC. Ça marche? Compris? Je vous laisse faire ça. Il y a un petit tableau ici qui va vous permettre de pouvoir le faire. Je le compléterai la fois prochaine. Et ensuite, pour gagner déjà un peu de temps, vous pouvez un peu regarder aussi. Il y a toute une série de petits exercices pour vous entraîner sur différentes concentrations. Ça marche? Donc un peu plus bas. Ça va?
Après ça, on va faire la loi de Le Châtelier. Donc normalement, c'est 1 heure de cours aussi pour ça. Et puis après, on aura les exercices, mais je vais vous laisser un peu de temps. Je vais faire un peu de physique. Comme ça, ce sera bon.